bravo à tous les deux, merci de nous faire voyager comme ça, de partager ces très belles rencontres et aussi ces magnifiques images. C'est assez dingue ce qu'on fait avec des drones, aujourd'hui avec du talent évidemment aussi, et des beaux paysages, ce qui aide. Il y a un côté elliptique dans le film, il y a quelque chose qui ne raconte pas, c'est le début de l'aventure en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en France ? Bonjour et merci d'avoir regardé le film. Qu'est-ce qui s'est passé en France avant le départ ou oui. Donc en fait... Et au retour si tu veux. Et au retour, d'accord, ouais. J'imagine que tu veux parler des dessins, c'est ça, tout ce projet-là? Oui, tous ces dessins que vous montrez, vous partagez, vous offrez. En fait, donc avec Julien, on est cousins tous les deux et on est partis approximativement à la fin de nos études. Et on voulait faire un voyage dans des pays qu'on ne connaissait pas, pour aller découvrir des cultures différentes, des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer si on n'était pas parti de cette manière-là. Mais on s'est vite rendu compte que pour rencontrer les gens, il fallait qu'on puisse partager quelque chose avec eux. Et comme on ne partageait pas la même langue, et que les gens en Asie centrale notamment parlent très peu anglais, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on ait un projet qui puisse être plus universel et qui puisse nous permettre de créer du contact. Et donc en fait, il y a l'idée des projections de films, des projections de films d'animation pour les enfants et les familles, qui s'est installée naturellement parce que l'image, c'est un vecteur qui est universel, le dessin d'autant plus. Et donc il y a cette première idée de faire un peu une sorte de cinéma ambulant avec notre voiture, d'aller s'installer de manière spontanée dans les villages, d'aller dans les écoles et de proposer ces films. Et ça permettait en fait d'entrer en contact avec les gens, mais pas de leur permettre d'être actifs. C'est-à-dire qu'ils se regroupaient ensemble, ils pouvaient voir le film, ils pouvaient voyager aussi eux, à travers les images des films, mais ils n'étaient pas acteurs. Et donc voilà, l'idée ensuite est venue de proposer aux enfants de dessiner pour qu'ils puissent exprimer leur créativité, leurs envies et de partir avec des dessins d'enfants français de nos deux villages respectifs et de pouvoir échanger ces dessins avec les dessins des enfants qu'on allait rencontrer au cours du voyage pour qu'on puisse donner quelque chose aux enfants de la même manière qu'eux, ils nous donnent quelque chose. Voilà, c'était l'idée de trouver un moyen pour qu'ils soient actifs dans le projet d'échange culturel, mais qu'il y ait voilà, cette notion d'échange, et voilà, qu'ils ne soient pas justement seulement là pour nous apporter quelque chose. Et l'échange s'est fait partiellement, parce que quand vous êtes rentré du voyage, c'était à quelques jours, quelques semaines du Covid. Oui, donc en fait, nous on est rentré avec à peu près 300 dessins d'enfants français. En fait on avait les 300 dessins d'enfants français, on avait fait des copies pour chacun d'entre eux et on avait les contacts de tous ces enfants et on avait les 300 dessins d'enfants qu'on avait rencontrés au fur et à mesure du voyage, et l'idée c'était d'aller retrouver ces premiers enfants en France et de leur offrir ce dessin avec à chaque fois une photo de l'enfant qu'il avait dessiné. Le problème c'est qu'on a fait un échange de dessins symbolique et le lendemain ça a été le confinement. Donc ça a été compliqué et aujourd'hui on a pu parler du projet dans les écoles, on a pu revoir certains enfants, on n'a pas pu redonner tous ces dessins. Donc on est content de pouvoir montrer le film et on est content de pouvoir en parler aussi dans des classes parce que même si l'échange n'a pas pu être totalement fait à cause de ce qui s'est passé, au moins les gens sont au courant que ça s'est fait et les enfants qui ont pu dessiner ont pu en entendre parler et voir ces images-là. Donc l'aventure n'est pas encore achevée, et d'ailleurs elle s'est poursuivie après ton départ, puisque Julien, tu as poursuivi en solo cette aventure au départ familiale, donc jusqu'à Vladivostok. Ça a été un autre type d'aventure, sans le cousin. Alors c'était pas du tout prévu, à la base, on était censé faire le voyage ensemble pendant 3 mois. On avait prévu du coup de partir ensemble début juillet, ce qu'on a fait, et puis arriver à Vladivostok en septembre. Finalement, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment atteindre cet objectif-là, de faire le voyage en 3 mois, il fallait conduire 8, 9, 10 heures par jour, et ça ne nous convenait pas du tout parce qu'on n'avait pas du coup l'occasion de vraiment s'imprégner de la culture des pays qu'on traversait, de rencontrer les gens, de passer du temps avec eux. Donc on a ralenti un petit peu le rythme et généralement on conduisait une demi-journée par jour, et puis le reste du temps
on faisait des randonnées, on allait à la rencontre des personnes, on était très souvent invités. Donc le voyage s'est ralenti et au bout de 2 mois, en fait, on était à la moitié du trajet au Kyrgyzstan. Sébastien a dû rentrer pour reprendre ses études parce qu'il était sélectionné dans un master et il fallait qu'il rentre dès le premier jour. Et à ce moment-là, moi j'avais la possibilité du coup soit de rentrer avec lui, soit de continuer. Donc la décision a été... j'ai pas du tout douté sur la question. C'était impossible pour moi de rentrer. C'est-à-dire que ces 2 mois-là de voyage avec Sébastien, on a découvert une expérience qu'on n'avait jamais eu l'occasion de vivre auparavant. Se déplacer continuellement, se sentir pleinement ancré dans la nature, ce qui est pas facile aujourd'hui. Et là, pendant 2 mois, on était 24 heures sur 24 dehors. On dormait dehors, on se déplaçait, on rencontrait les gens dehors, on faisait tout dehors. Et c'était tellement plaisant de se sentir ancré à ce point-là dans la nature et de comprendre vraiment notre place que je ne pouvais pas m'arrêter là. Il fallait que je continue. Et puis les projets de dessin, d'échanges qu'on avait avec Sébastien, les projections de films, ça marchait super bien. On tissait des relations qui étaient excellentes. Donc moi, c'était impossible de m'arrêter là. Et j'ai poursuivi le voyage du coup pendant 2 mois jusqu'à Vladivostok. Et c'était une sorte de deuxième voyage un petit peu différent, puisque bien sûr je me suis retrouvé seul. Donc les demi-journées qu'on passait ensemble tous les deux, cette fois-ci je les passais seul. Et les demi-journées qu'on passait ensemble avec les personnes qu'on rencontrait, je les ai aussi expérimentées pendant la suite du voyage, puisque j'ai continué d'organiser des ateliers dessin et des projections. Mais du coup, ces passages-là, où j'ai pu expérimenter une sorte de solitude vraiment plus intense et un silence que j'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter jusqu'alors, je me suis jamais pourtant senti seul. C'est jamais arrivé à un seul moment. Je me suis jamais senti seul pendant le voyage, malgré le fait que Sébastien n'était plus là, parce que je pense que mes sens, et ça nous est arrivé à tous les deux, nos sens étaient tellement décuplés qu'on se laissait traverser par tout ce qu'on voyait, par tout ce qu'on entendait, et l'environnement parlait de lui-même. Donc il n'y avait pas ces échanges-là que je pouvais avoir avec Sébastien, où on pouvait partager nos émotions, on discutait, il n'y avait plus cet échange-là, mais la place de l'environnement ambiant, donc limitrophe, a pris une place encore plus importante, et je me suis du coup jamais senti seul pendant ces 2 mois de voyage par la suite. Donc 2 aventures en une. Merci Julien, merci Sébastien. Vous avez sans doute des questions, des commentaires, des envies de partage avec nos 2 cousins ici présents. Les micros circulent dans la salle, nous avons une première question ici. Oui, bonjour à vous tous et bravo et merci pour ce merveilleux voyage que vous nous avez fait partager. Je me suis rendu compte dans le film que vous avez eu un petit incident avec une autorité, un directeur d'école. Est-ce que dans votre périple, vous avez eu d'autres problèmes par rapport aux autorisations, frontières, villes ou autres? Et cela, je pense, a dû nécessiter une grande préparation. En fait, c'est la seule fois où on n'a pas eu l'occasion de pouvoir, de manière assez spontanée, proposer des ateliers dans des écoles ou ce genre de choses. J'y repense, à part une fois qu'on était en Turquie, dans un orphelinat où on nous a pas autorisé l'accès. Mais non, de manière générale, plus on s'éloignait de l'Europe et plus les choses se faisaient de manière spontanée. Pour le projet d'atelier dessin, de projection, ce genre de choses. Après, au niveau des visas, au niveau des frontières, forcément, il faut s'y préparer un peu. Les visas pour la Mongolie ou pour la Russie ne se font pas au dernier moment, il faut quand même les préparer en amont. Mais dans l'ensemble, on n'a pas eu vraiment de grosses contraintes administratives et c'est aussi cette liberté-là, cette aisance de transport qui a été vraiment hyper appréciable. Après, le fonctionnement des frontières en Asie centrale, c'est très particulier, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps.
on est une quinzaine de voitures et on peut passer 6 heures ou 7 heures parce qu'ils sont extrêmement pointilleux, notamment quand on a une voiture, à fouiller tout. Certaines frontières n'autorisent pas les drones, donc on les cachait pour pas se faire choper parce que nous, le voyage continuait après et si on passait dans un seul pays qui n'autorisait pas les drones, c'était quand même dommage de le laisser alors que tous les pays suivants l'autorisaient. Donc voilà, après on faisait ça de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on ne filmait pas avec le drone non plus au-dessus des postes frontières, il faut faire quand même attention, il faut être un peu responsable. Notamment on sait ce qui arrive aussi en Iran pour quelqu'un qui avait filmé avec le drone, qui est assez terrible, donc il faut être un peu conscient quand même, mais dans l'ensemble on a eu moins de problèmes. Et c'était plutôt en France et en Europe que c'était difficile d'aller dans les écoles de manière spontanée, il fallait des autorisations. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'était plutôt facile. Vous êtes quand même fait déloger par des militaires, puisque oui. Vous aviez installé la tente. Oui, alors ça il y a toujours des exceptions, mais là on était en Azerbaïdjan et en fait on a planté notre tente comme tous les soirs de nuit. On savait pas où on était et on est sorti du village, mais on s'est pas mis trop loin du village non plus, donc à 1 kilomètre au milieu des champs. Et en fait, on s'installe quelque part, et là, on voit 2 heures plus tard une fourgonnette qui arrive et qui va exactement à l'endroit où on est installé, et qui était quand même un endroit très isolé. Et là, de la fourgonnette, on voit des gens qui sortent avec des FAMAS qui nous encerclent. Et en fait, on avait campé sur une pipeline de pétrole. On savait pas. On avait planté nos sardines de tente sur la pipeline. Donc, c'était un peu dangereux, ce qu'on comprend. Et eux, c'était la police, en fait, qui nous... Voilà, ils ont vite compris qu'on n'était pas là pour des intentions criminelles ou quoi que ce soit, qu'on était juste paumés. Et ils nous ont gentiment escortés à l'extérieur de la ville et nous ont dit de partir, quoi. Et d'autres anecdotes que vous pourrez partager durant l'entracte avec tous ceux et toutes celles d'entre vous qui le souhaitez, à moins qu'il y ait une autre question. Une question ici ? Oui. Alors, Combien de photos avez-vous distribuées ? Sûrement une centaine par là pendant notre voyage. C'est vrai que ça a été un merveilleux moyen de tisser des relations, surtout avec les enfants, qui étaient surexcités à l'idée d'avoir une photo d'eux, un petit tirage. Comme ça, on était parti avec cette imprimante-là, du coup, dans le but de pouvoir aussi offrir les photos qu'on prenait, de façon à ce qu'elles ne nous appartiennent pas seulement. Et ça a très très bien marché, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image c'est vraiment un vecteur de partage et de rencontre qui est très très fort. Autour des tirages, des projections de films, de la photographie, des dessins, c'est universel et ça marche, ça a toujours marché. Et là en l'occurrence, oui, cette petite imprimante-là, on nous l'a régulièrement dit que c'était une bonne idée et on le voit dans le film, les enfants adorent, et puis ça fait aussi des photos de familles qui n'ont pas tout le temps la possibilité de faire. Donc on était très ravis d'avoir ce petit outil-là avec nous. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou comment on peut vous suivre dans vos prochaines aventures ? Alors, nous souhaiter un nouveau départ, je pense. Ou je ne sais pas encore, peut-être l'hiver prochain. On va essayer de se trouver ensemble 1 mois pour partir. Et cette fois-ci, vivre une aventure un petit peu différente. C'est-à-dire que là, pendant notre voyage, c'était une très longue distance et une durée assez élevée, donc 5 mois et plus de 30 000 km, où on ne passait pas plus de 2 jours au même endroit. Donc on a vu beaucoup de choses, mais pas en profondeur. Et cette fois-ci, donc ce voyage-là, il nous a donné envie de vivre un petit peu l'inverse, c'est-à-dire voir moins de choses, mais beaucoup plus en profondeur. Et donc on aimerait cet hiver repartir encore et puis essayer d'apporter un projet similaire, un petit peu culturel et historique. On ne sait pas encore où, comment, avec quels moyens de locomotion, mais l'envie est là et l'envie sera toujours là. Je pense que c'est foutu maintenant pour partir tout le temps. Merci beaucoup.